5000 victimes innocentes. C'est le prix payé pour la mort d'un seul homme. Pourquoi lui? Les Alliés n'ont pas visé Hitler, ni Himmler, ni Goebbels. Ils ont choisi Reinhard Heydrich. C'est l'unique fois où une opération d'assassinat a réussi contre un haut dirigeant du Troisième Reich. Les raisons de ce choix et les détails de l'exécution sont plus sombres que ce que l'on imagine. Pourquoi Heydrich était-il la cible prioritaire? La réponse tient en un mot: puissance. Reinhard Heydrich occupait la 3e place dans la hiérarchie nazie, juste derrière Hitler et Himmler. Il dirigeait le RSHA, l'Office central de la sécurité du Reich. À ce poste, il contrôlait la Gestapo, le service de renseignement de la SS et tout l'appareil sécuritaire de l'Allemagne. Mais son véritable rôle était encore plus sinistre. À première vue, un bureaucrate zélé, mais en réalité, l'architecte de l'extermination. Le 20 janvier 1942, 4 mois avant sa mort, Heydrich préside la conférence de Wannsee. La réunion se tient dans une villa de la banlieue de Berlin. Elle dure seulement 90 minutes. À l'image, des officiels en uniforme, des dossiers posés sur une table en chêne, le calme d'un salon de réception. C'est ici qu'il coordonne le meurtre systématique de 11 millions de Juifs européens. Les participants discutent de logistique, ils comparent des horaires de train, ils évaluent des méthodes de mise à mort, pas une seule objection n'est enregistrée. L'efficacité technique prime sur l'humanité. La réunion se termine. Sur la séquence finale, on voit Heydrich s'installer près de la cheminée avec ses adjoints. Ils fument des cigares et boivent du brandy. Le plan est validé. L'horloge tourne. Mais ce n'était que le début. Les Alliés observaient et la décision était prise. L'homme le plus dangereux du Reich devait disparaître. Septembre 1941. Reinhard Heydrich arrive à Prague. Les témoins décrivent une scène rare. L'homme sourit. D'habitude, son visage reste de marbre, mais ce jour-là, Heydrich a une raison de célébrer. Il vient de prendre le contrôle total du plus grand génocide de l'histoire. Pourquoi cet homme faisait-il peur, même à ses alliés? Les Tchèques le surnomment le boucher de Prague. Ses collègues nazis le trouvent glacial. Himmler lui-même utilise une expression précise, l'homme au cœur de fer. Hitler le nomme protecteur par intérim de Bohême-Moravie. C'est l'actuelle République tchèque. Heydrich ne perd pas de temps. 72 heures après son arrivée, le bilan tombe. 92 exécutions. En quelques mois, les arrestations massives commencent. Entre 4000 et 5000 patriotes tchèques finissent derrière les barreaux. 400 à 500 d'entre eux sont passés par les armes. À l'image, des registres de condamnés, des pelotons d'exécution, des rues vides. Heydrich est une machine. Il est efficace, il est brutal. Sous ses ordres, la Tchécoslovaquie devient un territoire nazi modèle. Il ne se contente pas de tuer, il brise la volonté d'un peuple. Mais une question se pose. Pourquoi les Alliés ont-ils ciblé Heydrich? Il y avait des responsables plus hauts dans la hiérarchie. La réponse tient en 2 mots, politique et désespoir. Fin 1941. La Tchécoslovaquie est dans une impasse. Le pays subit l'occupation allemande, mais le silence règne. Contrairement à la Pologne, à la Yougoslavie ou à la Grèce, la résistance tchèque est invisible. Le territoire est calme. Trop calme. Sur les documents d'époque, on voit les usines tourner à plein régime. Les ouvriers tchèques fabriquent du matériel de guerre pour le Reich. Sous la direction de Heydrich, la productivité augmente. Les munitions et les pièces de chars sortent des chaînes de montage sans interruption. À première vue, un pays soumis et productif. Mais en réalité, une nation qui perd son identité sous la pression de la terreur. Londres observe la situation avec inquiétude. Si rien ne bouge, la Tchécoslovaquie sera considérée comme une alliée de fait de l'Allemagne. Le gouvernement en exil doit prouver que la résistance existe encore. L'erreur était interdite. Il fallait un signal fort pour réveiller le pays et le monde. Les événements se sont alors accélérés. Une décision est prise dans les bureaux des services secrets britanniques. La cible est identifiée. Le plan commence à prendre forme. L'histoire s'est mise en marche. Londres, l'année 1941. Édouard Beneš, le président tchécoslovaque en exil, observe la réputation de son pays s'effondrer. Lors des réunions alliées, la Tchécoslovaquie est classée dernière en matière de résistance. Le constat est brutal. Beneš est terrifié. Si les Tchèques ne se battent pas maintenant, les Alliés ignoreront leurs intérêts lors des négociations d'après-guerre. Il lui faut un choc, un événement dramatique pour prouver que son peuple est dans le camp des vainqueurs. Il veut l'attention internationale, il veut la sympathie du monde. Pourquoi rester passif? Le plan est simple mais suicidaire. Beneš décide d'éliminer un haut dirigeant nazi,
pas en Allemagne où la sécurité est totale, mais à Prague au cœur même du territoire occupé. Le SOE, le service secret britannique, accepte d'aider. Les Anglais voient 3 avantages stratégiques. Premier point, montrer qu'aucun nazi n'est à l'abri. Deuxième point, désorganiser les services de sécurité du Reich. Troisième point, créer une étincelle pour toute l'Europe occupée. À l'image, des dossiers secrets sur un bureau en bois. Un nom doit être choisi. Ils étudient d'abord le profil de Karl Hermann Frank, l'adjoint local. Mais une autre cible apparaît. Une cible bien plus prestigieuse, Reinhard Heydrich. Heydrich est l'un des hommes les plus puissants du régime. Il vient de présider la conférence de Wannsee. Il dirige les territoires tchèques d'une main de fer. Mais il a un point faible. Son arrogance est totale. À première vue, un stratège infaillible, mais en réalité, un homme qui se croit invulnérable. Hitler lui a pourtant donné 3 ordres de sécurité formels. Utiliser un véhicule blindé, voyager avec une escorte armée, varier ses itinéraires chaque jour. Heydrich ignore les 3 consignes. Chaque matin, il traverse Prague dans une Mercedes décapotable. Aucun garde du corps ne l'accompagne. Il emprunte exactement la même route, à la même heure. Il se pense intouchable, bien au-dessus de la portée d'une résistance locale. Cette certitude va le tuer. L'erreur était interdite, mais Heydrich l'a commise par pur orgueil. Le processus s'accélère. En octobre 1941, le chef du renseignement tchèque, František Moravec, convoque ses troupes. Il sélectionne 2 soldats pour cette mission sans retour. Le sort en était jeté. 2 hommes parmi 2000 exilés tchèques en Grande-Bretagne. Josef Gabčík, un Slovaque. Jan Kubis, un Tchèque. Le service des opérations spéciales britanniques, le SOE, prend le relais. Il les envoie en Écosse. L'entraînement dure des mois dans le froid et la boue. Tirs de précision, maniement des explosifs, techniques de survie en territoire hostile. Le nom de code est anthropoïde. En grec, cela signifie qui a une forme humaine. 28 décembre 1941. Il est minuit passé. Les 2 hommes sautent en parachute au-dessus de la Tchécoslovaquie occupée avec 2 autres équipes. Le largage est un désastre. Le pilote se trompe de zone. À l'atterrissage, Gabčík se blesse au pied. Ils perdent une partie du matériel lourd dans la neige. Ils doivent maintenant contacter la résistance locale. Sur place, l'ambiance est glaciale. Les résistants sont terrifiés. Ils savent ce qu'un assassinat signifie, des représailles sanglantes. Pourquoi prendre un tel risque? La question hante les réseaux clandestins. Mais le plan est déjà en marche. Au printemps 1942, la mission frôle l'échec. Les autres équipes de parachutistes tombent une à une, capturées ou abattues par la Gestapo. La sécurité allemande se renforce à chaque coin de rue. La résistance envoie des messages cryptés désespérés à Londres. Le texte est clair, annulez la mission. Les représailles vont nous détruire, mais Londres ne recule pas. L'ordre est confirmé une seconde fois. Tuer Heydrich. Le temps presse. Un renseignement tombe. Heydrich pourrait quitter Prague pour un nouveau poste en France. S'il part vivant, c'est un triomphe pour les nazis. La mission serait un échec total pour les Alliés. Ils doivent frapper immédiatement. Les agents étudient son trajet quotidien. Chaque matin, à 10h30 précise, la Mercedes verte de Heydrich ralentit. Il y a un virage en épingle très serré dans la banlieue de Liben, près de l'hôpital Bulovka. C'est le point faible. La voiture doit presque s'arrêter pour tourner. C'est là qu'ils vont frapper. 27 mai 1942. Gabčík et Kubis sont en position à l'arrêt du tramway. Un 3e homme, Josef Walsík, se tient plus haut dans la rue. Il tient un petit miroir à la main. Le reflet du soleil servira de signal dès que la Mercedes apparaîtra. À l'image, la Mercedes vert foncé approche du virage. Elle ralentit. Le moteur rétrograde. Gabčík sort de l'ombre et s'avance sur la chaussée. Il écarte son imperméable et lève son pistolet mitrailleur Sten. Il vise la poitrine de Heydrich. Il presse la détente. Rien. Un clic métallique sec, l'arme s'est enrayée. Pendant 1 seconde, le temps s'arrête. On voit le visage de Gabčík se décomposer. Heydrich lève les yeux. Le piège vient de se refermer sur les chasseurs. 27 mai 1942, 10h35 du matin. Gabčík reste pétrifié. La Mercedes décapotable vire l'angle de la rue. Reinhard Heydrich est là. Le boucher de Prague regarde directement son assassin. Pourquoi n'a-t-il pas fui? Le chauffeur aurait pu écraser l'accélérateur. Mais Heydrich commet une erreur fatale. Il ordonne l'arrêt immédiat du véhicule. Il veut rendre les coups. À l'image, la voiture pile. Heydrich se lève fièrement sur son siège et dégaine son pistolet. C'est l'instant précis où Kubis intervient. Il lance une grenade anti-char modifiée. Une détonation massive déchire le silence de la rue, mais les faits sont surprenants.
La grenade ne touche pas Heydrich. Elle explose contre la roue arrière droite de la Mercedes. À première vue, Heydrich semble indemne, mais en réalité, il vient de recevoir sa sentence de mort. Ce n'est pas l'explosif qui va le tuer. Ce sont les entrailleurs de la voiture. Le souffle de l'explosion projette tout vers le haut. Des débris métalliques, de la poussière et du crin de cheval provenant du rembourrage des sièges. Les projectiles pénètrent profondément dans son corps. La rate est touchée. Les muscles sont tachés par les fragments de carrosserie. Scène surréaliste. Heydrich descend de la voiture et tient debout. Il poursuit Gabčík à pied en tirant plusieurs coups de feu. Il s'effondre seulement après quelques mètres. Son chauffeur se lance à la poursuite de Kubis, mais l'assassin lui loge une balle dans la jambe. Les deux parachutistes s'évaporent dans le chaos des rues de Prague. Ils sont persuadés d'avoir échoué. Heydrich marchait. Heydrich tirait. Pour eux, l'opération est un désastre total. Ils ignorent que la carcasse de la voiture travaille contre lui. Heydrich est transporté d'urgence à l'hôpital Bulovka. Le bilan médical tombe. Une côte cassée, un diaphragme perforé, des éclats dans la rate. Les chirurgiens se montrent prudents, mais optimistes. 8 jours plus tard, tout bascule. Le 4 juin 1942, la septicémie se déclare. C'est l'empoisonnement du sang. Les fibres de crin de cheval infectées ont transporté des bactéries au cœur de son organisme. L'agonie est lente. Le protecteur de Bohême-Moravie meurt dans des souffrances atroces. Ce n'est pas la technologie alliée qui l'a achevé. C'est la garniture de sa propre voiture de luxe. L'histoire s'est arrêtée là. 27 mai 1942. Hitler reçoit la nouvelle. Sa réaction est immédiate, une fureur noire. Ce n'est pas seulement la mort de Heydrich qui l'enrage, c'est sa négligence. En privé, le dictateur ne mâche pas ses mots. Il parle de stupidité condamnable. Circuler dans un véhicule ouvert et non blindé était une erreur fatale. Pour Hitler, exposer un homme aussi irremplaçable à un tel danger était une idiotie pure et simple. À première vue, une colère froide. Mais en public, une mise en scène totale. Hitler organise des funérailles d'État grandioses. On voit le cercueil entouré de fleurs. Le Führer s'approche du coussin funéraire, il y dépose l'ordre allemand et la médaille de l'ordre du sang. Les caméras fixent ces décorations. Le deuil est officiel. Le message est passé. Puis vient l'heure de la vengeance. L'ordre initial d'Hitler est brutal. Exécuter 10 000 Tchèques choisis au hasard. Ses conseillers interviennent. Ils craignent pour la production de guerre dans la région. Le plan change. Les massacres seront ciblés. L'objectif est de briser la résistance par la terreur chirurgicale. Les services de la Gestapo commencent les interrogatoires. La torture devient systématique. Le 13 juin, la pression paie. Un parachutiste tchèque nommé Karol Čurda cède. Il a peur pour sa famille. Il livre une adresse. Gabčík, Kubíš et 5 autres résistants sont cachés. Leur refuge. L'église des Saints-Cyril et Méthode à Prague. 17 juin, au soir. Le piège se referme. Le 18 juin, 800 soldats de la SS et agents de la Gestapo encerclent l'édifice. Les armes sont prêtes. Le combat s'engage. Les échanges de tirs durent des heures. Le bruit des détonations résonne dans tout le quartier. Les parachutistes se replient. Ils descendent dans la crypte, sous l'église. Les Allemands tentent tout pour les débusquer. Ils utilisent des fusils, puis des grenades lacrymogènes. La fumée envahit l'espace. La brigade des pompiers de Prague est réquisitionnée. Ils déploient les lances à incendie pour inonder la crypte. L'eau monte, le froid est glacial. Mais ce n'était que le début. Les SS utilisent finalement des explosifs. Ils font sauter les accès. Les 7 parachutistes refusent de se rendre. Ils ouvrent le feu. Les pertes allemandes sont lourdes. Les corps s'accumulent devant l'entrée de la crypte. Le combat s'achève dans le sang et l'obscurité. L'histoire s'est arrêtée là. 100 contre 1. C'était le rapport de force dans cette église de Prague. Malgré l'infériorité numérique, les parachutistes abattent donc 14 soldats de la SS et en blessent 21 autres. Les tirs résonnent sous les voûtes, les munitions s'épuisent, les 7 hommes sont encerclés. Ils doivent faire un choix final. Personne ne se rendra. Ils décident de se donner la mort. Certains succombent à leurs blessures pendant l'assaut. Les autres, dont Gabčík, descendent dans la crypte inondée. Ils avalent des capsules de cyanure. Le silence retombe sur l'église. À première vue, un traître récompensé. Mais en réalité, un outil de mort systématique. Karol Čurda reçoit ses 500 000 Reichsmark. Les nazis ne s'arrêtent pas là. Ils lui effacent par son passé. Il reçoit une nouvelle identité. Karl Gerauth. Il obtient la nationalité allemande. Il épouse une citoyenne allemande, la belle-sœur d'un haut gradé de la Gestapo. Les nazis le transforment en piège vivant. Sa mission est simple.
Il se fait passer pour un agent britannique. Il infiltre les réseaux, gagne la confiance des résistants, puis les désigne un par un. À l'image des camions de la Gestapo qui emportent des familles entières. Tjurda regarde les arrestations sans ciller. À cause de lui, des centaines de Tchèques finissent devant le peloton d'exécution avant la fin du conflit. Avril 1947. Le procès pour haute trahison s'ouvre. Face au juge, Tjurda ne montre aucun remords. Ses mains sont calmes. On lui demande comment il a pu livrer ses propres frères d'armes. Sa réponse est glaciale. Il déclare que n'importe qui aurait fait la même chose pour 1 million de marks. La sentence tombe. Le 29 avril 1947, Karel Tjurda est pendu à la prison de Pankrak. La trappe s'ouvre, justice est faite. Mais ce n'était que le début de l'horreur. L'histoire bascule dans l'absurde. Les nazis voulaient un coupable à punir collectivement. Ils ont torturé des résistants pour arracher des noms. Ils ont cherché des connexions partout. Ils ont fini par en trouver une connexion basée sur un mensonge total. Un homme nommé Vaclav Jiha se trouvait alors dans la ville de Ljubljana. Il traversait une période difficile, la machine répressive avait besoin d'une cible pour justifier ses prochains massacres. Le sort de villages entiers allait dépendre de cette fausse piste. Les événements se sont accélérés, l'histoire s'est arrêtée là pour les héros de l'Église, mais le prix de la trahison continuait de monter. Une simple lettre de rupture. C'est par ce bout de papier que le massacre a commencé. Un homme entretenait une liaison extra-conjugale. Quand il décide d'y mettre fin, il veut marquer les esprits. Il écrit une lettre dramatique à sa maîtresse. Il y prétend avoir participé à l'assassinat de Reinhard Heydrich. C'est un mensonge total. Cet homme n'est pas un résistant. Il cherche seulement à paraître important, dangereux et mystérieux aux yeux de cette femme. Le courrier ne parvient jamais à sa destinataire. Un propriétaire d'usine intercepte la lettre. Il contacte immédiatement la Gestapo. Sur la base de cette fausse déclaration, les nazis scellent le destin d'un village. Leur choix s'arrête sur Lidis. Le 10 juin 1942, les forces allemandes encerclent la zone. Lidis est un petit village de 500 habitants situé à 20 km de Prague. L'opération est méthodique. Les soldats rassemblent la population. À l'image, des camions déboulent sur la place centrale. Les moteurs grondent. Les nazis fusillent tous les hommes de plus de 14 ans. 173 corps sont alignés sur le sol. Les femmes sont déportées vers le camp de concentration de Ravensbrück. La plupart n'en reviendront jamais. Elles meurent d'épuisement ou de maladie. Les enfants subissent un examen racial. Les officiers mesurent les crânes et observent la couleur des yeux. Ceux qui présentent des traits aryens sont sélectionnés pour la germanisation. On les confie à des familles allemandes. Les autres n'ont aucune chance. 81 enfants sont assassinés dans des camions à gaz au camp d'extermination de Chelno. Mais ce n'était que le début de l'horreur. Les soldats brûlent Lidis. Les flammes détruisent chaque maison. Ensuite, ils utilisent des explosifs pour raser les ruines restantes. Ils veulent effacer le village de la carte. Ils retirent les décombres et labourent la terre. Le 24 juin, le village de Lezaki subit le même sort. Les 33 adultes sont abattus sur place. Les enfants sont envoyés en camp de concentration. Pourquoi tant de violence ? Les nazis cherchèrent des coupables partout. L'évêque Gorazd, chef de l'Église orthodoxe, a caché les véritables assassins. Pour épargner les membres de son clergé, il décide de se livrer. Il écrit aux autorités nazies. Ses mots sont clairs. « Je suis le seul et unique responsable ». Le verdict tombe rapidement. L'évêque est exécuté avec ses prêtres. Les interrogatoires sont brutaux. On entend le bruit des coups dans les cellules de la Gestapo. Pourtant, aucun des religieux ne trahit la résistance sous la torture. Certains préfèrent la mort à la trahison. Marie Moravkova est la mère d'un membre du réseau. Lorsque la Gestapo frappe à sa porte pour l'interroger, elle ne répond pas. Elle avale une capsule de cyanure. Ainsi s'est achevée cette vague de répression. Toute sa famille a été exécutée. Dans les représailles immédiates, 1300 Tchèques ont été fusillés. Des milliers d'autres ont été arrêtés, enchaînés et déportés vers des camps de concentration comme Mauthausen. Dans ces blocs de béton, presque personne n'a survécu. Si l'on ajoute les morts lentes dans les camps, le bilan des représailles liées à Heydrich, surnommé le second Heydrichiade, dépasse les 5000 victimes. 5000 vies pour venger un seul nazi. Pourquoi sacrifier autant de monde pour une seule cible ? La question a hanté les dirigeants tchèques à l'époque. Elle divise encore les historiens aujourd'hui. Mais en réalité, le résultat militaire est dérisoire. Heinrich Himmler a immédiatement repris les fonctions de Heydrich. Il a assuré l'intérim jusqu'à la nomination d'Ernst Kaltenbrunner.
La machine administrative nazie n'a pas tremblé. L'ironie est noire, glaciale. La solution finale s'est accélérée après la mort de Heydrich. En quelques mois, les camps d'extermination de Treblinka, Sobibor et Belzec sont sortis de terre. Ils sont devenus opérationnels presque instantanément. Les nazis ont donné un nom de code à ce complexe de mort, l'opération Reinhardt. C'était un hommage à Heydrich. Sa mort n'a pas stoppé la Shoah. Elle est devenue un monument à sa mémoire, un génocide perpétré en son nom. À l'image des réseaux de résistance démantelés, la résistance tchèque a été décimée par les vagues d'arrestations. Les structures clandestines ont été broyées par la Gestapo et ne s'en sont jamais remises. Mais sur le plan politique, l'assassinat a produit l'effet exact recherché par Edvard Beneš. La destruction du village de Lidis a provoqué une onde de choc mondial. L'indignation a été totale. Partout sur la planète, des villes ont changé de nom par solidarité. Elles se sont rebaptisées Lidis. Ce n'était plus seulement une affaire tchèque, c'était devenu un symbole universel de lutte. Mais ce n'était que le début du prix à payer. La Grande-Bretagne et la France ont officiellement annulé les accords de Munich. Pour le gouvernement tchèque en exil, c'était une victoire diplomatique majeure. Les frontières d'avant-guerre étaient à nouveau reconnues. Les Alliés ont cessé de voir la Bohême comme une simple province allemande. On entend le bruit des rotatives qui impriment les journaux. Le sacrifice a servi à replacer la Tchécoslovaquie sur la carte du monde libre. L'opération Anthropoïde n'était pas une action militaire efficace, mais un acte de communication sanglant. Le coût humain a été effroyable. Ainsi s'est achevée la traque du boucher de Prague. Illinois, Lidis, Mexique, rue du Royaume-Uni, Amérique du Sud. La nouvelle sature les ondes du monde entier. La résistance tchèque sort de l'ombre de façon brutale. Le 5 août 1942, Londres prend une décision historique. La Grande-Bretagne répudie officiellement les accords de Munich. Ce texte qui avait livré les territoires tchèques à Hitler est désormais nul. La légitimité des frontières d'avant-guerre est restaurée. La Tchécoslovaquie renaîtra. La mort de Heydrich prouve un fait crucial. Les hauts dirigeants nazis ne sont pas intouchables. En 1944, les Britanniques iront plus loin. Ils élaborent l'opération Foxley. La cible, Adolf Hitler. Le plan restera dans les cartons, mais le tabou est à briser. Pourquoi l'opération Anthropoïde reste-t-elle si controversée ? Les Alliés et le gouvernement tchèque en exil connaissaient de la suite. Ils savaient que les représailles seraient massives. Ils savaient que des innocents allaient mourir par milliers. Ils ont donné le feu vert malgré tout. Le sacrifice était-il justifié ? Les patriotes tchèques exécutés semblaient en le croire. Sous la torture, aucun n'a parlé. L'évêque Gorazd et ses prêtres ont marché vers le peloton d'exécution dans un silence total. Aucun nom n'a été livré. La question éthique demeure. Est-il juste de supprimer un monstre si cela condamne des milliers d'innocents ? La réponse change selon l'endroit où l'on se trouve. À Londres, dans un bureau sécurisé, ou à Lidis, le 10 juin 1942. Reinhard Heydrich était l'un des hommes les plus dangereux du Troisième Reich, l'architecte de la solution finale. Un homme que les autres nazis qualifiaient de brutal et glacial. Son assassinat reste l'unique réussite alliée contre un dirigeant nazi de ce rang pendant la Seconde Guerre mondiale. À l'image, Gabčík et Kubis sautent dans la nuit. Ils ont été parachutés derrière les lignes ennemies. Ils savaient que le billet était sans retour. Mais le prix à payer dépasse l'entendement. Plus de 5000 civils tchèques ont été massacrés, des villages entiers ont disparu de la carte, des familles ont été pulvérisées. L'héritage de l'opération Anthropoïde est un dossier complexe. C'est un mélange de bravoure absolue et de cruauté indicible. Des calculs moraux impossibles. Sur les rapports d'archives, on lit le bilan final. Heydrich n'est pas mort au combat. Il n'a pas été éliminé par ses rivaux. Il est mort par excès d'orgueil. Il traversait un territoire occupé dans une voiture décapotable, sans aucune escorte. 2 hommes ont profité de cette arrogance pour frapper la tyrannie au cœur. L'histoire s'est arrêtée là.